Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 28 décembre 2021. Aujourd'hui, on parlera Bitcoin, on verra ce rejet au niveau de la résistance, donc pas de breakout hier. On parlera également d'Ethereum, qui aussi du coup a connu un rejet, et on parlera de Comp USDT. Je fais une petite mise à jour dessus, parce qu'elle a des conditions de marché qui sont vraiment assez intéressantes. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des alts que vous voulez que j'analyse. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire en ce moment, mais n'hésitez pas, hein, comme ça me donne des idées. Et s'il y a des charts intéressantes, je vous partagerai les charts les assets que vous m'envoyez, comme ça je pourrai les analyser. Et on se fera une petite analyse sur les assets que vous choisissez. Alors du coup, le Bitcoin rejet hier sur la résistance. Est-ce qu'on a breaké le point bullish? Non, on a tenté, il y a eu légèrement, on a dépassé légèrement, mais ça n'a pas réussi. Rejet immédiat. C'est cohérent dans un range d'avoir un rejet ici, puisqu'on est dans un range, une zone de combat. Haut de la zone de combat ici, bas de la zone de combat ici. Pour l'instant, rejet au niveau du haut. Il y avait tout pour breakout, honnêtement. Les vendeurs étaient sous pression au niveau des contrats dérivés. On aurait pu breakout. Maintenant, je pense que ce marché est aussi drivé beaucoup par les options. 24 milliards de valeur intrinsèque d'expiration, si ce n'est plus. Maintenant, je vais regarder ça. Alors, hop, tac, tac. Ici. 25 milliards maintenant. Donc c'est très élevé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu sur les options. Au niveau des creux, on sait que le gros creux il est entre 42 et 48, donc ce qui va faire perdre un maximum d'argent, c'est de clôturer entre 42 et 48. On voit qu'il y en a beaucoup qui ont acheté des achats de calls à 50 000, donc eux veulent voir un Bitcoin à 50 000, donc il y a ceux qui vont se battre pour que le Bitcoin clôture au-dessus de 50 000 pour le 31 décembre, il y a ceux qui vont se battre pour qu'il clôture sous 50 et entre 42 et 48, là où justement on a un gros trou dans l'intérêt. Encore une fois, ce n'est qu'hypothétique. Le Bitcoin peut très bien breakout demain, ou il peut très bien clôturer entre 42 et 48 pour fin décembre. On n'est pas l'avenir. Le but ici, c'est simplement de se dire, ok, de réfléchir et de se dire quel est le niveau de prix où on va faire perdre un maximum d'argent à un maximum de monde. C'est comme ça que fonctionne le marché, malheureusement. Et donc ici, c'est entre 42 000 et 48 000 dollars. Et donc, est-ce que le Bitcoin va être maintenu au niveau de ses prix juste pour les expirations d'options? J'ai envie de vous dire, ça augmente les probas, parce que honnêtement, hier, il y avait tout pour breakout. Le S&P a breakout, le pétrole a breakout, Bitcoin, il n'a pas suivi. Alors qu'il a tenté, et même BNB, qui est souvent un indicateur qui lead, hein, généralement BNB lead, enfin, je ne vais pas dire que BNB lead le marché, loin de là. BNB nous donne des fois des informations sur un potentiel breakout, par exemple. Ici, BNB avait breakout avant le Bitcoin. Bitcoin a suivi ensuite. BNB, ici, il avait breakout, lui. Bitcoin, il n'a pas accompagné. Donc je pense que le Bitcoin, il est beaucoup drivé par les expirations d'options ici vendredi. Et je pense qu'en gros, on va laisser le marché dans ce range jusqu'à vendredi. Après, on peut breakout, hein, honnêtement, avant. Mais là, j'ai l'impression, franchement, il y avait tout pour le faire et qu'on le fasse pas. C'est clairement, ils ont envie d'attendre les expirations d'options. Également, techniquement, question de trendline, mais où est la structure de l'autre côté de la trendline? Donc justement, c'est ce qui pourrait permettre de faire cette fameuse structure. Si on a ça, on est bon, on aura posé un gros bottom ici, et on sera prêt à réattaquer la TH, voire d'aller plus haut. Donc ce qu'il faut attendre techniquement, si vous êtes investisseur par exemple, que vous, le Bitcoin, vous regardez de loin ou de près, mais voilà, vous ne regardez pas tous les jours, c'est pas un truc qui vous intéresse tous les jours, simplement attendez une cassure franche des 52 000 dollars, c'est-à-dire que le prix s'installe ou casse violemment les 52 000, là, il y aura un signal pour vous, c'est-à-dire, ok, le Bitcoin redevient haussier, je peux me réintéresser au marché crypto. Tant qu'on reste entre du 52 et du 42 000, il se passe rien. Donc en gros, c'est un peu comme l'été dernier, cet été, où on était bloqué entre du 40 et du 30 000 dollars, et il se passait rien jusqu'à une réallocation et une reprise de marché haussier. Là, c'est exactement la même chose. Tant qu'on casse aucune des deux bornes, il ne se passera absolument rien. Donc ça sert à rien de paniquer ici ou de se dire ici c'est la fin du monde. Non, même idéalement, dans une zone de combat, on chercherait à acheter le bas et à revendre le haut ici. C'est les trades les plus simples à faire. Donc ça c'est pour la vue daily. Pour l'instant, momentum en daily, toujours bullish, donc rien à craindre. Sur le breakout d'hier, pas de volume, donc le marché spot n'a pas suivi, ici là. Ça c'est la journée de volume d'hier à l'achat. Pas de volume. Ce qu'il faut, c'est que les W se dessinent également sur le volume, c'est-à-dire qu'on ait une reprise de volume acheteur. On aurait pu breakout, il n'y a pas eu de volume hier, ça n'a pas été accompagné par du volume. Donc pour l'instant, je pense vraiment qu'on attend les expirations de tous les différents contrats. Il y a aussi des contrats futurs qui vont expirer bientôt, il me semble. Donc il y a beaucoup de contrats qui expirent. Je pense que le marché attend ces expirations pour qu'on puisse respirer ensuite. Donc là, voilà, je pense qu'il faut attendre la fin décembre. Et ensuite, on verra si on a un breakout ou non. Mais honnêtement, hier, on aurait pu le faire. Mais les gars ont décidé autrement. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu la demande nécessaire pour le faire. Donc ici, simplement, on est venu chasser les stops, tout simplement. Donc là, hop, les vendeurs ont bien chassé les stops, on se retourne. Et donc là, pour l'instant, on fait rien de plus. C'est-à-dire que le marché retourne dans cette zone des 49 400 dollars. Et aussi, oui, une chose que je voulais dire, enfin là, je le vois du coup, j'ai vu avec les élèves tout à l'heure, mais
pour breaker un niveau, il faut absolument que le momentum soit d'accord, c'est-à-dire que le momentum soit bullish. Ici, on s'est approché d'une grosse résistance avec un momentum qui commençait à diverger, c'est pas bon ça non plus. Quand vous voyez un marché qui approche d'un niveau, par exemple un support et que vous dites le support va casser, s'il y a des divergences haussières sur ce support, il y a peu de chances qu'on enfonce le support, il y aura probablement un rebond. Bah là c'est pareil. À l'approche d'une résistance, il y a des divergences baissières, il y a les probabilités, je vais y arriver, d'avoir un rejet sont assez importantes. Donc là ce qu'il faut absolument, c'est qu'on reprenne un momentum haussier. Et d'ailleurs, les acheteurs n'ont plus le momentum ici depuis... la dernière fois qu'ils l'ont eu, pour moi, c'était le 25 décembre, voire réellement le 23 décembre. Donc ça fait depuis plusieurs jours que les acheteurs n'ont plus le momentum ici et que le marché ne fait rien, qu'on est simplement en train de consolider ici. On fait rien de plus que de la consolidation. On n'a pas réussi à breakout et le marché consolide. Ce niveau de l'order flow, c'est important, donc là je vais y venir. En gros, pour faire très très simple, hop, ça je vais pouvoir supprimer, on s'en fout. Ça aussi. Hop, l'open interest, il est devenu assez important, ça je vous l'ai déjà dit. En gros, il a commencé à augmenter assez considérablement à partir du 15 décembre jusqu'à environ le 21 décembre, donc dans toute cette zone de prix. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, comme on l'est actuellement, c'est les vendeurs qui sont sous pression, parce que les vendeurs voient leur position en short être dans le négatif. Ok. Par contre, si on regagne cette zone de prix et qu'on commence à s'y installer, et qu'on même on va dessous, ça sent mauvais. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'en gros, le pire scénario, c'est que ce soit une simple chasse au stop, donc on soit venu bouffer tous les sommets, ici, et qu'en gros le marché se mette à se retourner. Ça serait le pire scénario, parce qu'à ce moment-là, c'est les acheteurs qui auront la tête sous l'eau, et ça ouvre la possibilité d'un breakout baissier. Parce que si c'est les acheteurs qui sont sous pression, bah à ce moment-là, si on leur met bien la pression, il y a moyen de les liquider plus bas, voire de leur faire clôturer leur position, donc ce qui peut entraîner un mouvement plus ou moins baissier. Ok. Donc ce qu'il faut absolument, c'est de ne pas s'installer trop longtemps dans cette zone de prix, de vite se ressaisir, voire aller pour le 31 décembre, on leur fait plaisir, on fait un petit tour à 48 au max pen price, et ensuite on se reprend très vite. Si on fait ça, là il n'y a pas de problème, les vendeurs seront toujours sous pression et il y aura le breakout ensuite. Par contre, si on s'installe ici et que même on rebascule sous ces supports, là ça devient très 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 dangereux pour les acheteurs parce que c'est eux qui seront menacés. Et en gros, là, tous ces vendeurs ici étaient vraiment sous pression. On aurait pu breakout, il suffisait de rien pour breakout, mais le marché ne l'a pas fait. Donc je pense qu'on attend justement ces expirations d'options. Et ensuite, si on est encore dans un avantage clair pour les acheteurs, c'est-à-dire en gros au-dessus des niveaux de prix où les vendeurs sont bloqués, là oui, je pense qu'on pourrait aller faire le breakout sans problème. Et ce serait un breakout, je pense même plutôt assez violent, vu le nombre de paquets de vendeurs qu'on a aussi. Mais on a aussi des acheteurs, ça faut pas l'oublier. Comme je le répète une dernière fois, si on vient ici, ça pue pour ces acheteurs. Donc en gros, on verra si pareil on fout la même pression sur le bas du support pour le casser ou si c'est juste un moyen de pression pour recapturer des bons prix et se retourner ensuite. Et capturer des vendeurs aussi par la même occasion. Ok. Donc voilà, rien de plus à dire. Dans l'état actuel, tant qu'on est au-dessus de ces zones de prix, c'est toujours les vendeurs qui sont sous pression, il n'y a pas de problème. J'ai fini pour l'analyse du Bitcoin, je bascule sur Ethereum et c'est surtout au niveau de l'order flow. Ça, on l'a vu hier ensemble, il y a eu énormément de positions qui se sont déclenchées entre cette zone de prix entre les 3900 et environ les 4100 $. Ce qui veut dire qu'actuellement, dans toute cette zone de prix, ni les acheteurs ni les vendeurs ont un avantage qui est clair. Parce qu'en gros, tous ceux qui ont shorté le marché, on est au même niveau de prix quasiment. Tous ceux qui l'ont long, donc ils l'ont pareil à la hausse, on est aussi au même niveau de prix. Sur Ethereum, si on se met à perdre les 3900 $ environ, donc cette zone de prix ici, là c'est les acheteurs qui vont commencer à être sous pression. Et le marché, ce qu'il va essayer de faire sur Ethereum, c'est de venir bouffer toutes les zones de creux. Donc l'objectif, ce sera de venir bouffer les 3750, les 3700 $, et ensuite ici, les 3639 $. Donc pour moi, honnêtement, si on perd cette zone-là, si on la perd définitivement, il y a de grandes chances que l'objectif soit de venir bouffer toute cette zone de prix ici. Et donc le Bitcoin soit aussi dans un mouvement baissier parce que je vois difficilement l'Ethereum dumper tout seul en fait. Donc ça c'est si seulement si on perd ce niveau. Si on ne le perd pas, on reste dans du 50-50 et si on se redirige vers la résistance, là c'est les vendeurs qui seront sous pression parce qu'actuellement c'est plutôt les acheteurs. Même si c'est 50-50, on est sur le support. Donc les acheteurs doivent tout faire pour que ça tienne. S'ils y arrivent et qu'on rebondit et qu'on va vers la résistance, là c'est les vendeurs qui sont sous pression et là, possibilité de faire un breakout et de défoncer donc la résistance et qu'Ethereum puisse continuer plus haut. Donc pour moi, là, ce qui se passe au niveau de la zone de prix actuelle, c'est très 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 important de se concentrer dessus. Si ça tient ici, c'est très bien. Même pour Bitcoin, je reviens rapidement dessus.
Mais pareil, donc rappelez-vous, Bitcoin sur un niveau extrêmement important, c'est cette zone de prix ici. Même ici, en gros, Bitcoin, toute la zone importante, elle est ici, hein, grosso modo. C'est là, on est en plein dedans. Si ça tient pas, là, les acheteurs vont commencer à être sous pression et ça peut déclencher un mouvement baissier. Si ça tient, les vendeurs sont toujours sous pression, nickel, on retourne au nord et on break out. Pareil pour Ethereum, c'est exactement pareil. Si cette zone, elle ne tient pas, c'est les acheteurs qui seront sous pression et l'objectif, ce sera de venir défoncer ces zones de prix, je pense. Et à ce moment-là, de regagner en gros la zone des 3006 à 3400 $. Donc pour moi, tout se joue maintenant jusqu'aux expirations d'options. Si ça tient, tant mieux. Si ça cède, les acheteurs vont commencer à souffrir un petit peu. Et c'est ce qui pourra driver justement ce marché plutôt vers le sud. Et donc reteste des supports qu'on a trouvés vers 3600-3400 $ sur l'Ether. Et sur le Bitcoin, bon bah zone des 45 000 $ environ, voire jusqu'à cette grosse mèche qui s'étend jusqu'au... comment ça... Enfin, c'est quoi le chiffre? 40 000 $ environ, 40 900 $. Ok? Voilà. Pas grand chose à dire de plus, juste un point macro. Et donc, pour moi, justement, pour Bitcoin, ça c'est censé être bon signe pour l'avenir. Donc c'est ce qui m'amène à penser que ce range finira par casser au nord. Aussi. Où est-ce qu'elle est ma charte macroéconomie? Elle est pas là. Elle est ici. Le S&P qui a breakout au nord, donc on choisit la direction haussière sur les assets à risque. Le pétrole qui a fait exactement de même. J'ai la charte ici normalement. Voilà, là c'est la charte du pétrole. Pareil, le W s'est formé. Les assets à risque qui choisissent ici la direction au nord. Donc ici, hop, le M sur le pétrole, le mouvement baissier, le pétrole et le Bitcoin qui bottom exactement le même jour. Et là, on voit du bottom qui commence à se former sur le pétrole. Donc ça m'invite à penser que le Bitcoin finira par suivre ici les assets à risque, tout simplement. Donc ça, c'est une chose à ne pas oublier. C'est un bon point pour le marché. Également, ce qui serait bon signe, hein, c'est le dollar index qui s'enfonce. Si ça arrive, extrêmement bon signe aussi pour le Bitcoin. Alors, rien d'autre à dire de plus. On va checker du coup Comp USDT. Alors, Comp, où on est? On est en pleine zone de rechargement. Donc, c'est très bien. Ok. C'est-à-dire que ici, dans la zone de rechargement, enfin, on est même un petit peu dessous. On peut même l'étendre jusqu'à 0,886. Ça, c'est vraiment la meilleure zone de rechargement possible, même 0,886. Donc, localisation, en termes de localisation, on est très correct. On est où également? On est au niveau du gros creux ici. Ça, c'est une zone où les whales peuvent capturer beaucoup de liquidités. Donc, on est bien. Maintenant, on regarde quelle est la structure de marché qui se développe ici. On commence à voir de premiers W. C'est bien aussi. On regarde aussi le momentum. Le momentum est comment ici? Dommage. On n'a pas de divergence ici. Ça, c'est juste le petit point. Enfin, on a une petite divergence, mais c'est juste voilà, le petit point négatif. C'est un petit peu dire comme sur OneInch, j'ai l'impression. Ce qui manque, c'est une divergence un petit peu plus correcte. Mais ça non plus, c'est pas dramatique. Puisqu'on a quand même des petits W sur le momentum, ça c'est bon signe. Le bien stit commence à se retourner, ça c'est bon signe aussi. Donc on a une bonne localisation pour tous ceux qui font du dollar cost average, franchement sur Comp, vous avez des prix qui sont très corrects. Je vais vérifier le market cap. Alors, parce que je connais pas le market cap de Comp, est-ce qu'il est très élevé, est-ce qu'il est faible, ça m'intéresse. Et j'ai envie de voir l'inflation de l'asset aussi. C'est-à-dire est-ce qu'on a beaucoup de dilution de tokens ou pas. Non, c'est pas lui. Hop, c'est lui. J'ai repris le même. Non, c'est bon. Alors, market cap de 1,490 milliard. C'est un market cap qui est plus ou moins assez important. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, ça veut juste dire que contrairement à un asset qui a par exemple 100 millions de market cap, la, la marge de bénéfice est moins importante. Parce que le market cap de 100 millions, s'il va à 10 milliards, ça fait un fois 100. Le market cap de 1 milliard, s'il va à 10 milliards, ça fait un fois 10. Comprenez la différence? Donc on va dire qu'ici, le potentiel spéculatif est moins important. Est-ce que, encore une fois, c'est négatif? Non. C'est juste qu'on privilégie généralement des market cap plus faibles pour pouvoir faire plus de profits. Mais aussi, qui dit market cap plus faible, dit généralement risque plus important, parce que c'est peut-être un shitcoin et le truc ne performera jamais. Ça aussi, c'est un truc à se dire. Mais c'est un risque à prendre. Il y a des profils qui sont faible risque, rendement moins important, des profils qui sont risque plus important, donc rendement plus important. Alors, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la dilution. Donc, de ce que je vois ici au niveau du prix du market cap, c'est très corrélé, honnêtement. Donc, je pense pas qu'il y ait une dilution très importante. On est à environ 63 du supply qui a déjà été release, donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas une inflation extrêmement importante à venir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir directement la dilution du supply. Donc, on écrit comp, supply. Hop, on regarde ça. Alors, ok. Donc c'est assez linéaire, donc il y a une grosse accélération automne dernier,
Mais maintenant, c'est assez linéaire, donc franchement, ça va, c'est une inflation assez correcte. On est passé d'environ 2 milliards, si je dis pas de bêtises. Alors, non, ici, c'est 2 millions. Ok, ah, il y a que 10 millions. Ah, il est très rare l'asset. Ok, ok. Donc, de 2 millions de tokens. Donc, aussi, c'est un asset qui est très rare, c'est bien. Enfin, il y a très peu de tokens dispo sur le marché. Enfin, en tout cas, en termes de jetons, on sera 10 millions max, donc c'est une bonne chose, encore plus rare que du Bitcoin. Donc, on est passé de 2 millions à 6 millions en environ un an. Ce qui veut dire que si on suit ce rythme, d'ici allez, un an ou 2 ans, grand maximum, l'inflation sera terminée sur le comp. Ce qui veut dire qu'on aura les 10 millions de tokens dilués quasiment. Après, je sais pas, il faudrait lire dans le white paper, mais de ce que j'ai sous les yeux en termes de chiffres, ça a l'air d'être ça. Donc l'inflation sera très faible d'ici 1 ou 2 ans potentiellement, donc ce qui fait que l'asset sera très rare. S'il y a une grosse demande dessus, c'est ce qui peut lui permettre de trouver des prix vachement intéressants. Donc ça, c'est une data plus ou moins intéressante qui joue en sa faveur. Je vais voir sur Glassnode si j'ai des infos au niveau de la dilution des tokens. Enfin, est-ce que les plus riches hold le truc? Je crois que j'ai les infos, on va vérifier. Alors, on va regarder depuis toujours. Alors, ok. 1% des plus riches ont 98% des tokens. À savoir qu'on ne prend pas en compte les adresses d'exchange, les smart contract adresses et d'autres adresses spécifiques, comme les adresses des teams. Donc là, c'est vraiment des pure whales qui sont venus acheter le projet et qui croient en ce projet. Et pour l'instant, 1% des plus riches ont 98% des tokens. Ce qui veut dire qu'en gros, ces mecs-là, leur but, c'est probablement de vouloir vendre beaucoup plus haut. Et tant qu'ils ne vendent pas, ça veut dire qu'il y a très peu de tokens disponibles sur le marché. S'il y a très peu de tokens disponibles sur le marché, si ces tokens sont gardés, s'il y a peu d'offres disponibles sur le marché, ça veut dire que le peu de demande qui va être créé sur le comp pourrait faire pumper les prix assez fortement. C'est simple, plus quelque chose est rare, plus il est demandé, plus le prix va monter. Je sais pas si vous vous souvenez, par exemple, quand au début de la crise Covid, quand il y avait eu au début du Covid, quand il fallait vendre en gros les gels hydroalcooliques, les prix étaient montés très très vite parce qu'il y avait un stock qui était limité et une demande très importante à un moment donné, ce qui fait que les prix sont montés très vite. Bah là, c'est assez similaire. Si les gros gardent leurs tokens et ne les vendent pas à l'instant T, qu'il y a une grosse demande qui se crée autour du comp, il y a du FOMO qui se met en place, c'est ce qui pourrait pousser les prix très haut très vite. Quand je dis très haut, c'est pas 10 000 dollars ou autre, hein, c'est en gros l'asset puisse performer parce qu'il y en aura très peu de dispo sur le marché, il va falloir se battre entre guillemets pour acheter ce qui reste dans l'order book. C'est ça la relation d'offre et de demande. Là, je regarde juste s'il y a des news à venir. Ouais, d'ici le mois de mai, mais je crois que c'est une conférence. C'est plutôt une conférence, ok, donc Comp sera à cette conférence. Peut-être qu'ils vont annoncer des choses pour le mois de mai. Pourquoi pas? À voir. Mais en tout cas, ici, c'est intéressant de voir que les plus riches maintiennent leur token pour l'instant et ça vend pas. Donc, ils ont peut-être envie de vendre ça plus haut. Après, encore une fois, ça veut tout et rien dire. C'est une information comme une autre. Je vais regarder s'il y a des hedge funds dessus, s'il y a des hedge funds connus, voir si c'est toujours holdé par des hedge funds ou pas. Il y a Coinbase dessus, il y a Dragonfly, gros hedge fund dessus, Paradigm aussi, gros hedge fund, Polychain aussi, Fearless Capital, c'est aussi un gros fonds, ça de mémoire. Donc ouais, il y a des fonds d'investissement dessus quand même. Donc il y a la smart money qui s'attend à pouvoir vendre ce truc plus haut, 1 milliard de market cap, ça peut atteindre un jour 20 milliards, 30 milliards, 50 milliards, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Si vous êtes investisseur, vous faites le pari que Comp puisse performer tout simplement. Alors ça, je peux retirer puisque le second creux a été bouffé. Mais en tout cas, ici, on est dans les dernières zones de prix très intéressantes pour du dollar cost average. En termes de technique, encore une fois, maintenant, ce qu'il faut, c'est des structures de retournement qui montrent que là, c'était prêt à se retourner. On en a eu une petite ici, bien, mais idéalement, plus il y a de développement, plus on va poser quelque chose comme ça, mieux ce sera. Ok, c'est un petit peu comme ce qu'on avait fait ici. Voilà, plus on développe l'asset, mieux c'est, plus ça part. Bah là, il faudrait voir une chose assez similaire. On va tracer du coup, et je suis pas très fan de cette trendline, hein, mais là je vais le faire. Alors, petite trendline ici, tac. Et je suis pas tellement fan honnêtement, mais si on commence à développer quelque chose de l'autre côté, ce serait bon signe. Et allez, je vous vois un peu de rêve, entre guillemets. Quels seraient les objectifs à venir chercher en cas de nouvelle ATH? Alors, ce serait entre du 1350 et du 1600 dollars. Donc ça ferait un market cap multiplié par 6, environ 6-7. Donc un market cap de environ 10 milliards, si je dis pas de bêtises. Ouais, ce serait quelque chose comme ça, 10-12 milliards, grosso modo. Ouais, pas impossible honnêtement, pas du tout impossible. C'est plutôt réaliste. Après, honnêtement, tout est réaliste en réalité parce qu'on peut estimer que ce marché est encore sous-évalué, le marché crypto.
2000 milliards de market cap, c'est 6 fois moins que l'or par exemple. Est-ce qu'un jour le marché crypto aura un market cap similaire au gold? Moi personnellement je pense que oui. Donc on peut se dire que c'est encore sous-évalué. Donc est-ce que le comp d'ici là, si le projet ne meurt pas, peut atteindre 10 milliards de market cap par exemple? Oui, ça c'est des questions à vous poser. Maintenant on peut regarder aussi au niveau des différents secteurs, ça appartient à quoi? Et de se dire par exemple, ok, est-ce qu'il peut avoir une place plus haute? Je vous laisse regarder dans quel type de secteur c'est comp est considéré, vous regardez il en est où au niveau de sa place dans tel ou tel secteur. Également, ça c'est subjectif, c'est des avis subjectifs. Mais est-ce que par exemple pour vous, comp, il devrait être plus capitalisé qu'un Bitcoin Cash? Si c'est oui, bah vous pouvez vous dire que comp peut atteindre du milliard 700 millions de market cap. C'est encore une fois, c'est subjectif. Mais c'est vous, votre avis en tant qu'investisseur, de vous dire, mais il y a un problème là. Pourquoi Bitcoin Cash il est devant mon comp alors que mon comp il est 1000 fois mieux fondamentalement? Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour un Stellar, un Mana, un Atom, un XS, peu importe. Je dis pas que ce sont des projets moins bien. Je vous dis juste de regarder ce qui est au-dessus de votre projet, de vous dire, ok, est-ce que mon projet il a sa place parmi par exemple le top 40? Dans le top 40, vous pouvez vous dire, ah, il y a Bitcoin Cash, ah, il y a ça c'est dans le top 40, pourquoi mon comp il n'y est pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des questions à vous poser. Après, s'il y a de l'argent sur ce genre de projet, c'est peut-être pas pour rien non plus. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous dire, ok, est-ce qu'il a sa place parmi un top 40 ou autre? Ici, par exemple, comp, il est combien? Top 80, je pense. Ouais, bah, parfait, 80. Donc il est top 80. Est-ce que pour vous, il a sa place dans le top 50? Si oui, bah, c'est qu'il devra avoir un market cap minimum de 3 milliards 200 millions, et ça c'est au market cap actuel. Ça se trouve dans un mois, le market cap, enfin le top 50, pour y arriver, il faudrait avoir minimum 5 milliards de market cap, ou 2 milliards si le marché l'a baissé globalement. Donc ça aussi c'est des questions à vous poser qui peuvent vous amener à penser, est-ce que mon projet est sous-évalué, surévalué, etc. etc. On va toujours penser en tant qu'investisseur que notre projet est sous-évalué, bien évidemment. Mais bon, ça encore une fois, c'est un biais ici. Mais techniquement, en tout cas, très bonne zone, très bonne localisation. 0,886, honnêtement, en termes de localisation, il n'y a pas mieux pour un investisseur. Ceux qui font du dollar cost average ici, vous avez de grandes chances de faire du profit à long terme. Et si je regarde en termes de sentiment, comment est le sentiment, ici j'ai le spread de comp entre le contrat dérivé et le contrat spot. Et de ce que je vois, c'est que le spread est négatif. Ce qui veut dire que les investisseurs ici sont pessimistes. C'est une bonne chose. On prend des profits quand le spread est très élevé. Par exemple, ici, spread très élevé, profit, spread très élevé, profit au top. On cherche à acheter quand le spread est négatif. Le spread était négatif ici. Bonne zone d'achat, c'était le bottom. Spread positif ici, peut-être une zone de prise de profit. Ici, on est de nouveau sur un spread négatif. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On l'avait vu un tout petit peu ici, mais là, on le voit bien depuis plusieurs jours. Donc, depuis l'été dernier, on est en plein hiver. C'est en hiver que les bottoms se posent. Pensez à l'adage buy when it snows, sell in May and go away. Donc, on essaye d'acheter en hiver et de vendre au printemps, mai, juin, etc. Donc ici, plein hiver, spread négatif, les gens sont pessimistes. Bon sentiment de marché pour essayer d'investir dans le comp. Encore une fois, est-ce qu'il y a plus intéressant ailleurs? Probablement oui. Des market cap plus faibles sont techniquement plus intéressants, mais aussi probablement plus risqués. Donc voilà, je vous laisse vous renseigner sur le projet. Enfin, si je l'ai fait, c'est pas un projet que je vous présente, hein, c'est une mise à jour que je fais parce que ça a été demandé en commentaire. Mais voilà, techniquement, je trouve qu'il commence à redevenir légèrement intéressant, un petit peu plus de développement sera mieux. Mais en tout cas, ceux qui font du DCA sur le comp, il y a des bonnes zones de prix pour le faire. Donc on s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, attendez absolument le 1er janvier, donc samedi 1er janvier, ne le faites pas maintenant. Et si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, USDT, Ethereum, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Si vous rejoignez le 28 décembre, vous aurez accès jusqu'au 28 janvier, donc un mois complet. Le Patreon, le problème du Patreon, entre guillemets, c'est la refacturation le premier. Donc c'est pour ça qu'en fin de mois, ne rejoignez surtout pas via le Patreon. Ok? Donc on se retrouve donc du coup demain pour une prochaine update. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.